Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous jusqu'à midi et demi. 2 heures d'émission, 2 heures de débat, 2 heures d'information avec tous nos invités et avec vous évidemment 0826 300 300. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. 1 an de guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'ordre mondial est ébranlé. Notre invité dans un instant, Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. La Chine appelle Russie et Ukraine à reprendre un dialogue direct et s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire. L'ONU vote le retrait immédiat des troupes russes, 141 voix pour, 7 contre et 32 abstentions, dont la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. 115 000 Ukrainiens en France, dont 80% de femmes, 300 à 500 arrivées par mois, 20 800 enfants ukrainiens sont scolarisés en France. La Russie, une société en plein déclin démographique, avec un taux élevé de suicide, avec un taux élevé d'homicide, de divorce, d'avortement et une baisse constante de la natalité. 11h midi, je changerai de sujet, débat sur la hausse des prix, faut-il s'inquiéter? 15% de hausse des prix en juin, affirment 60 millions de consommateurs. Quel crédit accorder à cette affirmation? Grand débat, donc ouvert sur l'antenne de Sud Radio entre 11h et midi. Merci de nous accompagner et merci de réagir, de donner votre avis, de nous faire partager votre témoignage. 0826 300 300. Dans quel monde vit-on avec vous, Félix Mathieu, pour toucher des spectateurs aisés et généreux, des téléspectateurs aisés et généreux, de jeunes Chinois s'installent sur les ponts de quartier UP en misant sur la géolocalisation de la plateforme Douyin, la version chinoise de TikTok, malgré la nuit et malgré le froid. Racontez-nous. Oui, des scènes étranges qui se répètent, ces alignements de jeunes qui se filment dehors sur leur smartphone dans le froid en direct sur Internet pour espérer récolter un peu d'argent, un revenu d'appoint. Le streaming extérieur se développe là-bas. Ça consiste à s'installer face à son téléphone puis à diffuser en direct en chantant ou en discutant, en faisant des blagues, en dansant ou en racontant sa vie pendant des heures. Les plus gros influenceurs, ceux qui sont très suivis, parviennent à gagner beaucoup d'argent avec le streaming depuis chez eux, mais les autres sont prêts à tout pour se faire repérer, car sur Douyin, le TikTok chinois, les utilisateurs peuvent donner de l'argent en direct aux streamers, aux vidéastes amateurs qu'ils apprécient. Et comme le résume crûment l'une de ces jeunes streameuses depuis ce pont à Guline, eh bien quand on est très belle, on peut gagner de l'argent depuis son salon, mais quand on a un physique plus ordinaire, il faut se mettre dehors pour se faire repérer dans le froid, en mitouflé, grelottant, en direct. Ça, eh bien ça attire la sympathie, pour ne pas dire la pitié des internautes qui donnent davantage d'argent alors de 21h à 3h du matin en direct dehors. L'une d'elles raconte gagner l'équivalent de 80 € les bons jours, à peine 1 € les mauvais. En plus de leur éclairage de leur smartphone, certains aspirants influenceurs apportent aussi un chauffage d'appoint et des couvertures pour ne pas tomber malade. Oui, le monde dans lequel on vit. Il est 10h34 et pendant ce temps-là, c'est la guerre en Ukraine. Jean-Louis Bourlanges, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le 24 février 2022, 3h48 du matin, la Russie envahissait l'Ukraine. Nous nous sommes réveillés tôt et nous ne nous sommes pas endormis depuis. Le 24 février 2022 a commencé le jour le plus long de notre vie, disait hier soir Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron a tweeté ce matin « Ukrainiennes, Ukrainiens, la France se tient à vos côtés, à la solidarité, à la victoire et à la paix ». Jean-Louis Bourlanges, depuis 1 an, le monde est ébranlé, l'ordre mondial est ébranlé. Oui, qui lui dit, qui l'eût cru. Il y a 1 an, certains ne croyaient pas à la guerre, d'autres, dont moi, y croyaient, pensaient que Poutine n'avait plus d'autre choix au point où il était allé que de faire la guerre. Mais combien pensaient que 1 an plus tard, la grande armée rouge serait enlisée, incapable de conquérir ce pays de taille modeste? Personne ne le pensait, et les Ukrainiens nous ont donné une formidable leçon, et cette leçon, elle s'explique en partie par le contenu de votre question, c'est-à-dire que derrière cela, il y a quand même toute une idée de la démocratie, de l'homme en réalité, du droit, de la liberté, qui fait que nous nous sommes tous
directement pour les Ukrainiens, indirectement pour l'ensemble des Occidentaux, mobilisés derrière l'Ukraine. Et on voit bien qu'il y a deux lectures de l'avenir du monde qui s'affrontent en ce moment dans les plaines ukrainiennes. Regardons les faits. Vladimir Poutine n'a pas rempli ses objectifs. Objectifs initiaux de Vladimir Poutine, conquérir la majeure partie du territoire ukrainien, renverser le régime de Zelensky et installer au pouvoir à Kiev un pouvoir à la solde de Moscou. C'était l'objectif de Vladimir Poutine. Objectif qu'il n'a pas atteint. Objectif militaire et objectif politique. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, la Chine revient dans le jeu. Je veux dire par là que ce matin, la Russie est isolée, mais la Chine revient dans le jeu. Je vous parlais d'ordre mondial ébranlé. La Chine a proposé ce matin une sorte de plan de paix. Pas tout à fait un plan de paix, Jean-Louis Bourlange. Que dit Pékin? Pékin appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue direct. Pékin s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire. Pékin demande aux deux pays d'éviter toute attaque contre les civils. Pékin insiste sur le respect de la souveraineté de toutes les nations. Insuffisant ? Oui, enfin, je crois que Pékin joue. Je crois que pour revenir au bilan d'un an, je crois qu'on doit dire, il y a une formule que j'ai entendue, qui n'est pas de moi, mais que je trouve très juste. La Russie n'a pas gagné, donc elle a perdu. L'Ukraine n'a pas perdu, donc elle a gagné. Je pense que ça définit assez bien la situation depuis un an, et en même temps, et c'est là où ça débouche sur le problème, les perspectives de traité de paix, de négociation, notamment celles qui sont évoquées par les Chinois, nous sommes donc dans une situation qui n'est pas décisive sur le plan politique. Donc la Russie n'a pas perdu, Jean-Louis Bourlange. Si elle avait vraiment perdu, nous pourrions imposer des négociations de paix. Bien entendu, la Russie a perdu parce que vraiment ne pas gagner quand on est la Russie, avec l'armée qui avait la réputation de l'armée rouge, les forces immenses, la supériorité démographique, la supériorité économique, le fait qu'en face d'un pays qui n'avait aucune puissance nucléaire, tout ça crée un déséquilibre apparent qui ne s'est pas concrétisé. Mais là où vous avez raison, c'est que la situation est une situation aujourd'hui d'équilibre. Or, c'est là où les Chinois, où la perspective chinoise est un peu irréaliste, même si c'est intéressant qu'elle soit formulée, car moi je suis de ceux qui pensent que seule une modification du rapport de force, dans un sens ou hélas dans l'autre, pourrait amener à des négociations de paix. Si, prenons la mauvaise hypothèse, si l'Ukraine s'effondre, si on a une grande offensive russe qui s'emparerait d'Odessa, etc., ou qui, avec le concours de la Biélorussie, arriverait sur Kiev, les Ukrainiens seraient bien obligés de négocier, même si, en fait, la paix qui serait négociée serait une paix extrêmement de guerre civile permanente. Mais bon, ça serait la très mauvaise hypothèse. L'autre hypothèse, les Russes seront bien obligés de négocier si les Ukrainiens reconquièrent l'essentiel de ce qu'ils ont perdu et constituent une menace, et menace en réalité la Crimée. Et donc le problème de tous ces plans de paix comme le plan chinois, ils arrivent à un moment où aucun des protagonistes ne peut les entendre. En 1915, quand l'armée allemande occupait le quart du territoire français, le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie, etc., personne n'aurait dit on va faire un plan dans lequel on va donner un quart du territoire français à l'Allemagne et on va garder les trois quarts. Les Allemands voulaient d'ailleurs autre chose, ils en voulaient plus, et les Français, évidemment, ne pouvaient pas accepter ça. Donc, c'est pour ça que, quelles que soient les gesticulations des uns et des autres, et les Chinois travaillent leur image aussi, mais quelle que soit la gesticulation des uns et des autres, la seule chose qui soit véritablement sur la table, c'est le rapport de force, et nous, notre responsabilité, c'est d'agir pour que ce rapport de force soit favorable
aux Ukrainiens. Est-ce que vous avez lu la chronique, j'ai trouvé très intéressante dans Le Monde ce matin, de Jonathan Little? Non, je ne l'ai pas lu. Vous n'avez pas lu, vois bien. Lisez-la. Oui. Bon, l'écrivain Oui. Jonathan Little. Je vais vous lire quelques extraits de sa chronique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà ce qu'il écrit. Nos pays, ceux de l'Ouest de l'Europe en tout cas, ne semblent toujours pas avoir pris la mesure de la menace existentielle qui pèse sur l'Europe entière. Ce que vise Poutine, ce n'est pas que la conquête de l'Ukraine, c'est la défaite totale de notre système de société, de notre mode de vie avec nos libertés, notre ouverture, notre démocratie imparfaite, mais indispensable. Tout se passe comme si au cours des 70 dernières années de paix, nous avions oublié pourquoi l'Union européenne a été créée, pour empêcher que jamais une guerre entre nations ne ressurgisse sur le continent. Voilà ce qu'écrit Jonathan Little et il pose la question, laisse-t-on croire à Poutine qu'il n'a pas perdu la guerre? Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Je suis en désaccord avec Hubert Védrine qui dit faut pas parler de guerre civilisationnelle parce que ça nous mènera nulle part, etc. Je crois que c'est ça. Et le pessimisme du texte que vous venez de lire me paraît justifié. Écoutez, quand on regarde géopolitiquement ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, l'effondrement de l'Union soviétique, on a le sentiment que nos valeurs, le droit à la démocratie, etc., l'emportent partout. C'est la charte, c'est Fukuyama, la fin de l'histoire. Les Chinois évoluent dans le bon sens, les Russes se convertissent à la démocratie. On aura quelque temps plus tard le printemps arabe. Tout ce qui fait le fond des valeurs occidentales, tout à coup, semble reconnu. Regardons ce qui s'est passé 30 ans plus tard. On a perdu partout. On a reculé partout. Les Chinois ont connu l'évolution qu'on connaît. La Russie a connu avec Poutine l'évolution tragique que l'on voit. Le monde arabe, le monde musulman s'est raidi à la fois dans le terrorisme islamiste d'un côté et dans des régimes extraordinairement répressifs. Et maintenant, nous en sommes à défendre nos valeurs sur le territoire européen, puisque l'Ukraine, c'est sur le territoire européen. Donc c'est comme si notre champ idéologique était une sorte de peau de chagrin qui s'était réduit. C'est pour ça que je vous dis que l'ordre mondial est ébranlé. Absolument, vous avez raison, et il y a péril dans la demeure. Et là, je trouve, je ne peux pas, on ne va pas discuter du régime des retraites, etc. Mais il y a quand même une dissonance, à mon avis, criante entre la nature de nos débats intérieurs, savoir si on doit travailler un an de plus ou moins, etc. Et l'ampleur des menaces qui pèsent en France, en Europe, sur ce qui fait le fond de notre patrimoine civilisationnel. Je finis, je relis encore un autre extrait. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que je l'ai trouvé vraiment formidable. Quand quelqu'un vous impose une guerre, il n'y a qu'une solution, la gagner. Les Ukrainiens ont raison, 100 fois raison de dire que leur sang défend l'Europe. Et quant à ceux qui frémissent en invoquant la possibilité d'une troisième guerre mondiale, il est grand temps qu'ils comprennent que la troisième guerre mondiale, de par la volonté de Vladimir Poutine, est déjà là. Et que nous sommes tous dedans. L'Europe et les États-Unis, autant que la Chine et les pays africains, qui souffrent de la faim provoquée par l'invasion russe et les dictateurs soutenus par les mercenaires du Kremlin. Poutine refuse de s'avouer vaincu, mais nous ne pouvons pas perdre non plus au risque de voir tout ce à quoi nous tenons le plus disparaître. Aucun de nous, ici en Europe, ne peut vivre dans un monde dont les règles darwiniennes seraient dictées par la Russie et par la Chine, un monde où le plus fort prendrait ce qu'il voudrait et le faible n'aurait qu'à se coucher ou mourir. À nous donc de décider que nous devons gagner. La victoire de l'Europe dans cette guerre que nous n'avons pas choisie passe par la victoire de l'Ukraine. Il faudrait commencer par y croire. Oui, moi j'ai envoyé, à la fin de l'année, on fait des lettres de vœux, et j'ai envoyé les cartes de vœux à un certain nombre de gens, et j'avais pris une citation de Charles Péguy, celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. Et cette phrase, c'est une phrase que j'avais en tête, car elle avait été fait l'objet d'un tract distribué dans les rues de Brive-la-Gaillarde, le 17 juin 1940, la veille du 18 juin, par Edmond Michelet.
grand résistant devant, et j'étais très lié personnellement à Edmond Michelet, qui était vraiment, j'avais suivi avec beaucoup d'admiration, et cette phrase de Péguy est absolument fondamentale. Il faut, quand on est agressé, il faut se battre. Ceux qui disent il faut maintenant faire des compromis, etc., oublient qu'on est en face d'une agression caractérisée. Vous pouvez pas, l'agresseur vous dit maintenant on va négocier. J'ai pris la moitié de votre territoire, je vais leur céder un quart ou un... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a eu une faute, un crime contre la souveraineté de l'Ukraine qui a été commis. Il faut que ce crime soit effacé. Et tant qu'il ne le sera pas, nous devons rester vigilants et mobilisés au service de nos amis. Mais la différence peut-être, c'est que ce qui m'incite à, non pas à plus d'optimisme, mais à une petite nuance, c'est que je crois que cette surenchère poutinienne, sur le fond, il est évident qu'il déteste ce que nous sommes. Il déteste la démocratie, il déteste l'égalité, il déteste la lutte contre la corruption, il déteste tout ce qui fait ce à quoi nous sommes attachés. Mais s'il en surenchérit comme ça, c'est un peu parce qu'il a perdu aussi. Il utilise nos faiblesses aussi. Pardon, Jean-Louis Bourlange. Oui, bien sûr la corruption, elle existe aussi chez nous. Vous le savez bien. C'est pas la même. En Russie, c'est un sport de masse. Chez nous, c'est un sport d'élite, on va dire. Oui, c'est un sport d'élite. Oui, c'est un sport d'élite. Ça, c'est pas mal comme formule. Oui, Jean-Louis Bourlange. Mais elle existe. Et il joue évidemment sur les travers de nos sociétés occidentales. Jean-Louis Bourlange, nous n'avons pas fait preuve de beaucoup de lucidité il y a quelques années face à Vladimir Poutine, franchement. Non, mais on a cru, on a espéré, on a pris nos désirs pour des réalités. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, maintenant il le dit un peu moins, mais il a dit pendant longtemps, comme Hubert Védrine, qui dit c'est nous qui n'avons pas fait ce qu'il fallait, n'avons pas fait les gestes qu'il fallait. Si, quand on regarde par exemple un pays comme l'Allemagne, l'Allemagne, c'est impressionnant à quel point ils ont investi dans l'idée qu'ils établissaient une relation de confiance avec la Russie. Pas seulement Schröder, mais d'ailleurs ils l'ont dit, Sigmar Gabriel a dit c'est un fardeau personnel qui pèse sur nous. Nous avons fait un choix erroné. Le président de la République, Steinmeier, l'a dit aussi. Nous avons fait une bévue. Ils ont mesuré que en faisant ce choix énergétique, ce choix de coopération, ils ont fait preuve, comme a dit le président de la République, de naïveté. Ça, c'est vrai. Moi, j'appartiens pas à l'école naïve. Hein. Je suis formé aux disciplines internationales par des gens comme Pierre Asner ou Raymond Aron, Jean-Claude Casanova aujourd'hui. Nous sommes à Commentaire. Vous savez, la devise de Commentaire, c'est la phrase de Thucydide. Hein. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. Moi, je crois profondément à la vaillance. Je crois que si nous avons réussi à triompher de l'URSS pendant la guerre froide, c'est parce que nous avons été vigoureux, forts, etc. Et depuis les années 90, on a bien vu que tout partait en brioche, qu'on n'avait plus du tout le fighting spirit, comme disent les Américains. On n'avait pas du tout la conscience du monde dangereux dans lequel nous sommes et du fait que ce que nous représentons et ce que nous aimons ne peut pas être obtenu sans un effort et sans une mobilisation permanente de chacun d'entre nous. Merci Jean-Louis Bourlange d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui vient d'être dit? Vous n'hésitez pas, hein, 0826 300 300. Dans un instant, je serai en direct avec Anastasia Pitpalova, qui est ukrainienne, qui vit en France depuis 2011. Je donnais des chiffres tout à l'heure dans mon introduction. 115 000 Ukrainiens en France, dont 80% de femmes, 300 à 500 arrivées par mois aujourd'hui, moins qu'avant évidemment, 20 800 enfants qui sont scolarisés, enfants ukrainiens qui sont scolarisés dans nos écoles françaises. Anastasia Pitpalova, ukrainienne, vit en France depuis 2011. Elle a travaillé en Russie. Sa famille vit à Kherson. Elle accueille une partie de sa famille et plusieurs de ses amis sont encore en Ukraine. Il est 10h40. Oui, Jean-Louis Bourlange. J'avais invité il y a très longtemps à déjeuner, parce qu'il était venu à Paris, Boris Nemtsov, qui a été assassiné dans les conditions qu'on sait. J'y pense avec beaucoup d'émotion. Bien sûr. Boris m'avait dit, vous êtes mou.
Vous êtes mou à l'Ouest. Vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Le combat pour la démocratie en Russie est très important. C'était au début, période Helsinki. Il faut absolument se battre. Cessez de nous encourager à faire preuve de réalisme. Boris Nemtsov, qui était un opposant politique à Vladimir Poutine et qui a été assassiné sauvagement il y a quelques années. Bien, il est 10h49. Merci, à tout de suite. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. Carrefour. Si je vous dis Nutella. Bon, j'avoue, je finis toujours le pot à la cuillère. Les biscuits au Nutella, une tuerie. Et si je vous dis que Carrefour a 60 ans et que pour fêter ça, il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit Nutella acheté. Et c'est valable sur tout Nutella. Ah bah ce petit goût de noisette inimitable. Et c'est jusqu'au 6 mars chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Face à l'inflation, chez Auchan, notre mission est de vous permettre d'acheter ce que vous voulez, pas seulement ce que vous pouvez. Avec des prix bas pour des produits bons, frais, sains et locaux. Cette semaine chez Auchan, en arrivage direct dans nos poissonneries, découvrez le taco à seulement 4,99 € le kilo. Un poisson très fin, avec peu d'arêtes, idéal pour régaler toute la famille. C'est ça, se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Auchan, avec plaisir. Taco entier pêché en Atlantique Nord-Est. Valable dans vos magasins Auchan participants. Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+. Sud Radio. Chez Jardiland, du 24 au 26 février, venez profiter de 40% de remise sur le deuxième sac de croquettes en magasin. Nos experts nutrition ont sélectionné les meilleurs produits pour apporter une alimentation adaptée à votre chat ou votre chien. Jardiland. Cultivez votre bien-être. Conditions et liste de magasins participants sur jardiland.com. Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile, spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion, reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais, entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession Debar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Ça, c'est une livraison vraiment importante. Notre livreur Prime Vidéo est en plein doute, ça se voit. Va-t-il frapper porte de gauche? Va-t-il frapper porte de droite? Quelle pression! Oh! Et c'est dedans! Quelle détermination! Vous aussi, à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match OM-PSG en exclusivité sur Prime Video. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, merci d'être avec nous, il est 10h52. Sur l'Ukraine, sur ce qui se passe, vous n'hésitez pas à réagir. Anastasia Pitpalova, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ukrainienne, vous vivez en France depuis 2011. Vous avez travaillé en Russie, votre famille vit à Kherson. Vous avez accueilli une partie de votre famille. Vous avez encore beaucoup d'amis en Ukraine, évidemment, de famille aussi, j'imagine. J'ai encore mon père qui habite à Kherson et bien évidemment j'ai encore les amis qui habitent partout en Ukraine. Donc je connais un peu qu'est-ce qui se passe dans tous les parties d'Ukraine. Bien sûr. Aujourd'hui est un jour particulier, enfin particulier. La guerre dure depuis un an. Vous étiez en guerre hier, l'Ukraine, votre pays était en guerre hier, il sera en guerre demain. Particulier, ça, parce que ça fait un an, Anastasia. Il y a un an, vous vous souvenez, lorsque vous avez appris que la Russie était en train d'envahir l'Ukraine, c'était dans la nuit. Vous vous souvenez de ce jour? Bien sûr, je me souviens très bien parce que j'ai parlé 20 février à ma mère. J'ai dit, maman, peut-être tu viens plus tôt, je sens quelque chose, peut-être... tu pars d'Ukraine chez nous? Elle dit non, mais c'est pas possible. Oui, bien sûr, les politiques, elles parlent, mais personne n'a cru qu'on va être vraiment bombardé. Et du coup, le 23 février, j'ai acheté le billet d'avion pour ma mère, oui. pour la fin du mois de mars. Votre père est toujours... Oui, votre père est toujours à Kherson. Que dit-il de là-bas? Que vous dit-il? Il nous dit que c'était horrible pendant l'occupation, mais ils étaient contents une semaine peut-être après la libération des Kherson. Mais aujourd'hui, et ça dure déjà quelques mois, c'est très très grave parce qu'ils ont bombardé tous les jours.
Tous les jours, les gens qui meurent. Ils utilisent les bombes qui ressemblent au feu d'artifice. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. À fragmentation. À fragmentation. C'est ça. Donc, tu ne sais pas où tu es caché. Donc, tous les jours, on les appelle. Dès qu'on voit une bombe qui tombe, on appelle de suite nos proches. Et c'est comme ça tous les jours depuis un an. Vous avez accueilli une partie de votre famille en France. Comment les Français vous ont-ils accueilli, Anastasia ? Très bien, franchement très bien. J'ai accueilli, la première c'était la fille de ma copine, moi. Oui, elle est partie de Kiev, vu que la guerre a commencé par bombardement de Kiev. Oui. Franchement, moi j'habite pas loin de Toulon, donc on est parti dans un centre de bénévoles à Toulon. C'était déjà, on dirait que c'était un mois après le début de la guerre, c'était déjà très bien organisé. On a réussi de faire les papiers pour elle en 2 jours. Oui. Je ne m'attendais même pas, honnêtement. Et franchement, les aides, c'est très bien organisé. Tout ce qui est sécurité sociale, etc. Ils sont contents ici. Ils sont contents, Ils prennent leur manque beaucoup, mais honnêtement, ils se sont en sécurité, et surtout ma mère. Les enfants de vos amis scolarisés en France, sans problème ? Et non, il n'y a pas de problème. Ils sont bien dans les écoles ici. Oui. Ah. Je suis désolée. Anastasia, c'est un garçon ? C'est votre fille ou votre fils ? C'est ma fille. C'est votre fille. Quel âge a-t-elle ? Elle a 1 an et demi. Elle a 1 an et demi. Elle est née en France ? Elle est née en France, oui. J'ai une fille ukrainienne, une fille française. Vous avez une fille ukrainienne et une fille française. Bon, Anastasia, je vous laisse avec elle parce que je vais prendre tout à l'heure Nikolai qui nous a appelé de Bastia, qui est ukrainien, né à Dnipro en 1987, à l'époque de l'URSS. Il est arrivé en France en 2002. La moitié de sa famille est russe, l'autre ukrainienne, donc c'est très difficile à vivre. Nikolai va nous raconter tout cela, pas tout de suite, mais je le prendrai avant notre débat. Entre 11h et midi, ne vous inquiétez pas, débat qui va porter sur la hausse des prix. Faut-il s'inquiéter? Parce que nous avons aussi des préoccupations franco-françaises. Évidemment, la hausse des prix, et c'est une préoccupation majeure de beaucoup d'entre nous, parce que les prix montent, il faut le dire, vous le savez, vous le constatez tous les jours. D'ailleurs, j'attends vos témoignages. 15% de hausse des prix, affirment 60 millions de consommateurs au mois de juin. Quel crédit accorder à cette affirmation? Nous allons débattre de cette hausse des prix, les raisons. Faut-il s'inquiéter? Dans quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. Sur Sud Radio, vous avez des témoignages, vous avez des explications. Témoignages, explications, analyses. Il est 10h57. Bourdin. Bien. L'inflation. Parlons de l'inflation, de la hausse des prix. Je préfère parler de hausse des prix. Moi, inflation, je ne sais pas si tout le monde comprend vraiment, mais hausse des prix, faut-il s'inquiéter? C'est la question que je pose. Faut-il s'inquiéter? Parce que je lis ici ou là des prédictions. J'ai entendu Michel-Édouard Leclerc nous dire que les mois qui viennent allaient être rouges, qu'au départ c'était le mois de mars, et puis maintenant on est passé au printemps. J'ai lu 60 millions de consommateurs qui affirment qu'en juin, nous verrons une hausse des prix de 15%, oui 15% au mois de juin. Bien, est-ce la réalité? Faut-il s'inquiéter? Quel crédit accorder à toutes ces affirmations? Eh bien, pour en parler, ce matin, nous avons 3 invités. Frédéric de Crozaille, qui est député du Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Député Renaissance du Val-de-Marne. Yves Puget, qui est directeur de la rédaction de LSA. Bonjour Yves Puget. Bonjour. LSA, c'est le magazine traitant des tendances de l'industrie alimentaire, du commerce, de la grande distribution et de la consommation. Et puis Nicolas Chaban, entrepreneur, fondateur de C'est qui le patron? Bonjour Nicolas. Bonjour. Chaban, bonjour à tous les 3. Bien, nous allons donc réfléchir à tout ça, regarder la situation ensemble. Mais auparavant, je l'avais promis, nous restons sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, 1 an de guerre, avec ce témoignage qui nous est arrivé de Nikolai, qui habite Bastia. Bonjour Nikolai. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les invités. Et merci d'être avec nous, Nikolai. Je résume, vous allez me corriger si je dis des bêtises. Vous êtes ukrainien, vous êtes né à Dnipro en 1987. 1987, c'était à l'époque de l'URSS. Vous êtes arrivé en France en 2002.
La moitié de votre famille est russe, l'autre ukrainienne. Comment vivez-vous cette guerre ? Écoutez, exactement comme vous l'avez décrit, d'une manière très très étrange, parce que même aujourd'hui, en ayant les contacts avec ma famille, il y en a une qui est très actuellement, c'est fou parce qu'ils détestaient des Zelensky juste avant le conflit, maintenant ils sont en fond derrière, et l'autre partie qui a même peur, qui vit en Ukraine aussi, qui a même peur de s'exprimer au téléphone, de peur d'être réprimé par le SBU et vous savez, la police un peu politique qui sévit en temps de guerre. Oui, Voilà. les polices politiques qui sévissent partout d'ailleurs, hein. Côté Exactement. russe comme du côté ukrainien, hein. C'est évident. Exactement. Hein. C'est évident. Votre famille côté russe, enfin votre famille russe est installée toujours en Ukraine. Oui, pardon, excusez-moi. Je disais, votre famille russe est installée en Ukraine toujours. Oui, bien sûr. Elle bien sûr. vit en plus, Ukraine. Ma famille, elle est du côté de l'Est, vous savez, vraiment à la frontière des zones problématiques de Donbass, là où le conflit il a commencé. Oui, d'accord. Donc, évidemment, elle a peur de s'exprimer. Et l'autre famille ukrainienne qui était... Mais j'ai eu plusieurs témoignages qui allaient dans ce sens, qui était anti-Zelensky et qui aujourd'hui est évidemment à fond derrière le pouvoir ukrainien parce qu'elle est patriote. Non, pas parce qu'elle est patriote. Je suis désolé, parce qu'à un moment donné, dès que le conflit il a commencé, les partis d'opposition ont été interdits en Ukraine. Toutes les chaînes qui étaient un peu l'alternative au pouvoir ont été fermées ou récupérées par le pouvoir ukrainien. Qu'il ne faut pas l'oublier. C'est pas d'un coup, Zelensky il est devenu angélique alors que c'était un des mecs les plus corrompus au monde. Il est apparu dans les Panama Papers. Je ne sais pas comment on a fait d'un criminel, d'un mafieux, d'un coup un héros. Alors que c'est juste en fait un guignol qui est arrivé au pouvoir grâce à des oligarques très puissants ukrainiens, comme Kolomoïski. Non mais Nicolas, vous êtes très contradictoire dans vos propos. Vous dites que toute votre famille est à fond derrière Zelensky. C'est le cas ou pas? Elle est maintenant. Elle l'est maintenant parce qu'elle toute la journée, elle est exposée à la propagande de l'État sans aucune alternative. Mais elle est pour cela ou elle est parce qu'elle condamne l'invasion russe? Elle condamne évidemment l'invasion russe, puisqu'on leur a présenté l'invasion russe comme étant une agression absolue sans non mais attendez, elle condamne parce qu'on l'a représentée selon vous, non, Nikolai, non pas parce qu'elle prend des bombes sur la figure. Ça, évidemment, ça y contribue. Le truc, c'est que quand on s'est pris les bombes sur la figure, très souvent, on ne sait pas qui c'est qui tire, on est là caché dans un bunker ou dans un sous-sol et on a peur. Et après, on regarde les informations pour apprendre qui c'est qui nous a tiré dessus. Est-ce qu'on nous dit la vérité? Ça, je laisse ça à la discrétion de ceux qui émettent les informations. Oui. Nikolai, vous souhaitez que la Russie envahisse votre pays? Non, je ne souhaite pas que la Russie envahisse mon pays. Je souhaite que la guerre s'arrête le plus vite possible, que le gouvernement de Zelensky soit mis devant ses responsabilités, parce qu'il ne faut pas oublier les crimes qui ont été commis dans le Donbass. Ils étaient très très nombreux et ils continuent toujours à être perpétrés. Je souhaite qu'il y ait des négociations, que l'Ukraine elle retrouve le schéma démocratique, à savoir qu'on revote, qu'on élise un gouvernement, qu'il y a quelque chose de plus équilibré qui arrive au pouvoir, parce qu'à un moment donné, en Ukraine, on a eu des forces. Vous savez, l'extrême droite, ça existe en France, vous voyez? On sait ce que c'est, des forces d'extrême droite. En Ukraine, il y a la même chose. C'était une très très petite minorité de nationalistes qui, à un moment donné, a été propulsée dans les hautes sphères du pouvoir d'une manière au forcing et qui a fait des choses qui a fait qu'on est dans la situation actuelle. Qui a fait ce que les la situation actuelle ne vient pas de là. La situation actuelle vient parce qu'il y a un pays qui a envahi un autre pays. Non, la situation actuelle est date bien sûr d'avant. Vous savez, vous êtes français, vous connaissez Montesquieu. Non, mais Nikolai. Je suis désolé, il y a ceux qui font les guerres, mais les véritables responsables, c'est ceux qui les rendent inévitables. Oui, ça, on est totalement d'accord, Nikolai. On est totalement d'accord. Cette situation en Ukraine a dégénéré depuis plus de 8 ans maintenant. Et aujourd'hui, en fait, quand la capitale russe se trouve de la frontière ukrainienne à 300 km, à peu près 300 km, la position ukrainienne qui allait devenir extrêmement pro-OTAN n'était pas tenable pour la Russie. Il s'agissait des intérêts vitaux. Rappelez-vous de la crise de Cuba.
Tout est très simple. Quand les Russes ils essayaient de positionner les missiles sur Cuba, regardez comment ont réagi les États-Unis. Nicolas, aucun missile n'a été positionné en Ukraine pour menacer la Russie. Aucun pays occidental n'a dit que son objectif était d'envahir la Russie. Aucun, Nicolas. Vous le savez très bien. La Russie, c'est pas possible. Vous le savez très bien. La mettre en position de faiblesse géopolitique, ça c'est autre chose. Bon. Ça c'est une autre question. C'est juste que je voudrais. Je voudrais rajouter une chose. Une guerre, c'est mal. Et dans la politique, il n'y a pas de gentils et de méchants, il n'y a que des intérêts. Voilà. Et là, il y a des intérêts vitaux d'un pays qui ont été atteints et qui se sont transformés en cette guerre fratricide, parce que ce sont des peuples frères. Et moi, ça me blesse énormément. Ah, mais ça, je comprends. Ce qui se passe en Ukraine. Ça, je comprends. Et je tiens à dire que la position de l'Occident, pourquoi moi je ne l'accepte pas parce qu'aujourd'hui, en fait, en envoyant les armes en Ukraine, en soutenant, en poussant Zelensky de plus en plus sur la voie belliqueuse, et encore c'est en train de changer, ils ne font que mes frères ukrainiens, en fait, aujourd'hui, ils sont mobilisés et ils sont envoyés dans une boucherie à Bakhmout et dans d'autres endroits où ils se font massacrer pour des intérêts de qui? Moi, je voudrais qu'on retrouve la paix. Et dites-moi, c'est pas important. Dites-moi. C'est les vies humaines qui comptent. Oui, les vies humaines qui comptent des deux côtés, mon cher Nicolas. Évidemment. Avec, vous le savez, des soldats russes qui sont envoyés à la boucherie, souvent avec du matériel obsolète, et vous le savez très bien, Nicolas, et aussi. Bon, je vais pas dialoguer plus longtemps, parce que un autre sujet va nous occuper, qui est moins grave, Nicolas, mais toutes les voix sont bonnes, et toutes les voix sont entendues ici, vous le savez, j'y tiens absolument. Merci d'avoir appelé, Nicolas, dans tous les cas. Merci de m'avoir reçu et que la paix soit avec vous tous. Merci beaucoup. Il est 11h11. Nous allons faire la pub tout de suite et nous engageons notre débat autour de la hausse des prix de la vie chère. Bien. Parlons des prix, de la hausse des prix avec nos trois invités, Frédéric Descrozaille qui est député du Val-de-Marne, Yves Puget, directeur de la rédaction d'LSA, et Nicolas Chaban, entrepreneur, fondateur de C'est qui le patron. On vient d'évoquer depuis 10h30 la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Quelles conséquences pour les producteurs, pour les prix de l'agroalimentaire? Qui veut commencer? Nicolas Chaban? Des conséquences directes, puisque je vous donne un exemple, celui de la laiterie qui rassemble le lait des producteurs. Oui. Emmanuel Vassex nous a montré, nous a prouvé, puisque ça a engendré des centimes pour compenser cette hausse absolument incroyable. La facture d'électricité de la laiterie est passée de 5 millions d'euros par an à 25 millions d'euros. Et là, il estime que ce sera 45 millions d'euros. Donc voilà ce que peut être pour un entrepreneur, un fabricant, une laiterie, l'incidence de ce qu'engendre ce problème global. Et puis, il y a des producteurs qui nous disent, et ça c'est terrible, on doit tous se rendre compte de ça, il y en a de moins en moins des producteurs, 100 000 fermes ont mis la clé sous la porte en 10 ans, 27 par jour. Et il n'y a pas de repreneur. Producteur de lait. Producteur, tout producteur, là, tout producteur. Et il y a des producteurs qui nous disent, on arrête le lait et on va faire du blé. En quelques semaines. Conséquence de la guerre en Ukraine. Oui, absolument. Oui, parce que rappelons que l'Ukraine était un gros producteur de blé. En fait, sur la sécurité alimentaire mondiale, c'est 5 zones de production dans le monde. On a 2 à 3 mois de réserve alimentaire dans le monde. C'est 5 zones de production, dont l'Ukraine, qui était traditionnellement le grenier à blé de l'Europe. Donc effectivement, la guerre a mis énormément de tension sur le marché de l'arme alimentaire. Oui. Et si on revient sur l'inflation, avec la loi Egalim 2, l'alimentaire a été sanctuarisé, c'est ce qu'on appelle les matières premières agricoles. Effectivement, là, les distributeurs ne peuvent pas trop jouer avec cette notion, et c'est bien, pour défendre le revenu des agriculteurs. Mais ce qu'on appelle les MPI, les matières premières industrielles, elles ne sont pas sanctuarisées. Donc effectivement, c'est là où se jouent les hausses. Bien, alors les hausses des prix, est-ce qu'il faut, vous avez, j'ai résumé un peu quels étaient les propos des uns et des autres, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Frédéric Descrozaille, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter parce que la France est le pays qui lutte le mieux contre cette hausse des prix. Vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure, vous avez dit je préfère parler de hausse des prix que d'inflation. Oui. L'inflation, ça porte atteinte à la valeur d'une monnaie. Oui, exactement. L'euro n'est pas en danger sur le marché des devises. Donc on affronte une hausse du coût de la vie, les salaires ne suivent pas. Et il faut veiller à protéger la capacité des entreprises à investir dans la décarbonation, ce qui est attendu
très très vivement, et dans la capacité à recruter. On a des industriels aujourd'hui qui ont du mal à recruter, même sur des postes qui sont traditionnellement attractifs. Donc, on lutte très efficacement contre cette hausse des prix. Il faut pourtant ménager une possibilité de la faire passer, parce que les entreprises en ont besoin, et c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas s'inquiéter parce que cette hausse, je ne crois pas du tout qu'elle sera de 15 à 20 points, comme on l'entend dire. On entend effectivement tout et n'importe quoi. En revanche, il va y avoir une hausse de quelques points, c'est certain, le printemps prochain. Elle est absolument vitale pour les entreprises, parce que le revenu, c'est pas que ce que vous dépensez, c'est ce que vous gagnez aussi. Frédéric Descrozaille, elle est vitale pour les entreprises, mais elle est vitale aussi pour le consommateur. Hein, je me mets toujours à la place du consommateur, Yves Puget. Mais l'inflation sur l'alimentaire, elle est là, c'est 14,7% si on regarde les chiffres de février 2023 par rapport à février 2022, selon notre partenaire IRI. Donc l'inflation, elle est là, elle va continuer. Je ne crois pas du tout à la notion de consultant ou d'expert sur Mars rouge. Elle va continuer encore quelques mois, parce que beaucoup d'indicateurs... Je pense jusqu'à l'été. On peut s'attendre, effectivement. Il y a déjà quelques matières premières qui sont à la baisse, donc peut-être que le second semestre sera plus favorable. Je ne crois pas à une déflation, mais au moins ça va peut-être s'arrêter. Après, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui et non, je suis obligé de faire une réponse de Normand. Pour quelqu'un qui a un revenu aisé, l'alimentaire, c'est à peu près 13% en moyenne du revenu des ménages. Une augmentation de 15%, on s'en sort, il faut appeler un chat un chat. Mais quelqu'un qui est en difficulté, l'alimentaire, ça peut être 40 à 50% de son revenu. Donc là, ce n'est pas sans impact important. Donc là, ces personnes, ces ménages sont obligés de faire des arbitrages. Alors, il y a des arbitrages à peu près simples, on change d'enseigne. Jamais les écarts de prix n'ont été aussi importants, 30% entre les moins chers et les plus chers. Après, on était en marque nationale, on prend la marque du distributeur. On était en marque de distributeur, on prend du premier prix. Mais après, ça va plus loin. Et là, c'est néfaste. On achète moins de produits frais, on achète moins de viande, moins de poissons. Et là, c'est un jeu sur la santé. On achète moins de produits sains. Donc pour des personnes, c'est inquiétant. Après, il ne faut pas dramatiser pour l'ensemble de la population française. Les prix, il n'y a pas un bouton poussoir le 2 mars au matin où les prix vont monter de 40%. Il est 11h18. Vous voulez ajouter quelque chose, Nicolas Chaban? Je rajouterais, vous l'avez dit, il y a une inflation pour les entreprises. Les consommateurs, c'est un vrai problème. Il faut penser aux producteurs, parce que nous, on le vit tous les jours. Quand vous avez des surcoûts qui augmentent de façon absolument incroyable, l'énergie, les engrais, et que les producteurs ne peuvent pas faire autrement que de augmenter leur prix pour s'en sortir, pour survivre. Là, c'est pas pour faire des bénéfices de fin d'année. Il faut en tenir compte en tant que consommateur. Faisons attention au prix des produits qui n'engagent pas la vie des producteurs, mais faisons en sorte qu'ils n'augmentent pas trop. Mais quand ça engage la vie d'un producteur, il faut aussi sanctuariser sa rémunération, parce qu'on a besoin des producteurs pour nous nourrir tous les jours. Évidemment. Alors, les négociations commerciales entre industriels de l'agroalimentaire et distributeurs vont se terminer le 1er mars. Hein, je crois. Alors, contrairement à ce que j'entends très souvent partout, c'est pas le 28 février. Non, vous avez raison. C'est le 1er mars au soir. On entend tout le temps le 28 février. C'est faux. C'est le 1er mars au soir à minuit. Effectivement, c'est le 1er mars au soir à minuit, Yves Puget. Mais ce qui est intéressant, il paraît qu'elle se passe plus difficilement, mais ça c'est pas surprenant, hein, qu'habituellement, ces négociations commerciales, on fixe les prix, en fait. Ce sont les prix des produits transformés, des produits, les prix fixés entre les industriels de l'agroalimentaire et les distributeurs cette année. Ça paraît très difficile. Vous avez des infos? On est le seul pays au monde où effectivement on a une date butoir. C'est unique, il n'y a que la France. Donc le process est simple, c'est début décembre, les industriels doivent déposer leurs tarifs et après il y a X semaines pour négocier. Cette année c'est tendu. Alors on peut trouver plein de raisons. Moi je dis toujours que la première raison, vous allez voir, si un jour on retrouve une bonne santé économique, les négociations elles seront moins tendues. C'est beaucoup plus difficile de négocier de la décroissance que de négocier de la croissance. Donc la première chose c'est l'économie. Après on a quand même un système législatif qui est très très compliqué. C'est une loi tous les 2 ans, mais à la limite je le comprends, parce qu'on fait une loi pour dire il faut défendre le pouvoir d'achat des Français, donc elle est pro-distributeur, pour faire baisser les prix. 2 ans après, on s'aperçoit à juste titre que c'est très bien, mais ça peut avoir des dégâts dans le monde industriel et dans le monde agricole. Alors justement, on fait une autre loi pour faire monter les prix. Alors, lors de ces négociations, là je vous pose la question à tous les deux, lors de ces négociations, est-ce qu'on pense et aux consommateurs et aux producteurs? Vraiment ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment des négociations fermées entre... Vous voyez? Merci d'intégrer, parce qu'on a fait 40 ans de négociations en pensant aux consommateurs, ce qui est très bien. L'argent est difficile à gagner, il est précieux, c'est certain. Mais depuis quelque temps,
on se rend compte que derrière un produit, notamment agricole, il y a un producteur. Oui. Alors, petit scoop étonnant, nous sommes une marque de consommateurs organisée à partir d'une patronne qui est une coopérative, et on ne négocie pas. Alors ça fait sourire certains de vos confrères qui ont fait des reportages. Pourquoi ? Parce que on s'est fait expliquer par le producteur, par l'entreprise, le besoin de centimes supplémentaires qu'ils nous demandaient. Donc vous vous rendez compte, c'est pas tellement... Ils se sont pas retrouvés en face du distributeur, ils ont dit aux consommateurs, organisateurs de cette marque, voilà ce qu'il nous faut. On est arrivé à concrètement quelque chose de très simple. Les producteurs nous ont dit, il nous faut 9 centimes de plus par litre, sinon, nous ne pouvons pas vivre de notre métier. On en a eu la preuve, il y a des indices, Ipampa, qui permettent de croiser. Et on donc le producteur vous a dit, il nous faut 9 centimes, vous avez dit, eh ben, la brique de lait coûtera 9 centimes de plus. Voilà, 9 centimes de plus. Rappelons que pour nous consommateurs qui consommons 50 litres par an, ça représente 4,50 € par an, 37 centimes par mois. Mais la laiterie nous a dit, il me faut 8 centimes. On est allé chez eux, et c'est pour ça qu'est apparu ce petit cadre rouge que je vous ai amené. Sur votre brique de lait, je rappelle, c'est qui le patron, hein, c'est la marque. Il y a un petit cadre rouge. Ce lait rémunère au juste prix son producteur, et il y a un petit cadre rouge, effectivement. Voilà, et ce cadre rouge, il est important, et on espère que bien d'autres le feront. C'est un cadre qui dit de mémoire, nous consommateurs, nous certifions que ce prix voté permet à tous les acteurs de la chaîne de vivre dignement de leur métier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable de prouver que chaque centime qui compose le prix est juste. Il n'y a pas de centimes qui se perdent en chemin. Les producteurs sont protégés. La laiterie qui permet la collecte et la brique est protégée. Voilà. Mais c'est vrai pour le lait. Mais est-ce qu'on pourrait faire ça pour tous les... C'est très difficile. Ce qui est très sain, en tout cas, c'est le fait quand Nicolas dit on ne négocie pas. Cette spécificité française de la date butoir, elle se traduit par une violence qui est de réputation mondiale de la négociation française. Je vais vous dire, il y a pas très longtemps, il y a la patronne d'une PME française qui m'a raconté avoir été convoquée par son acheteur le 24 décembre en fin de journée. Elle est arrivée, elle a attendu. Elle a fini par être reçue par quelqu'un qui lui a dit « Ah ben, on pensait pas que vous viendriez, on va reporter le rendez-vous ». Ça, c'est la négo française. Une autre personne, des gens qui attendent 3/4 d'heure dans les salles surchauffées, des gens qui se font raccrocher au nez. C'est une violence qui est typiquement française. Par les distributeurs ? Mais bien sûr. La consommation, la grande consommation française, c'est un sablier. En haut, vous avez 350 000 entreprises agricoles, des dizaines de milliers de transformateurs. Au centre, le diaphragme, vous avez 4 à 6 acheteurs. Et en bas, 60 millions. De la grande distribution. Les acheteurs de la grande distribution. Et en bas, 60 millions de consommateurs. Ce goulot d'étranglement du sablier, c'est un pouvoir, le pouvoir d'achat de la grande distribution, qui détruit de la valeur. Ça veut dire quoi ? C'est la grande distribution qui fixe les prix ? Je préciserai juste Yves Buget. Oui, je préciserai juste quand même qu'il y a la restauration, qui a 9 enseignes de distribution et pas 4, 9 groupes, et qui a les enseignes spécialisées et qui a les marchés. La grande distribution n'a pas le monopole du lien entre le producteur et le consommateur. Mais qui est responsable ? Elle est l'essentiel de la consommation alimentaire. Mais alors, je vais aller plus loin, je vais être un peu provocateur. Au-delà de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe dans le monde, qui est responsable de la hausse des prix ? Et qui pourrait, alors je pose la question autrement, qui pourrait modérer cette hausse des prix? C'est ça qui est unique, c'est que tout le monde est... Moi, j'ai jamais vu ça. Je travaille depuis un collective. C'est une responsabilité collective. Mais je travaille depuis quand même un certain nombre d'années sur ce secteur. Je n'ai jamais vu ça. On a déjà connu des secteurs pour des pénuries, de mauvaises météos, où un secteur, les prix augmentent. Mais là, c'est généralisé. Ça a commencé avec le Covid, ça a commencé avec le coût des conteneurs. Après, tous les secteurs, les emballages, il y a des pénuries d'emballages. Donc, ce qui est assez exceptionnel dans le sens rare, pas dans le sens bénéfique, c'est qu'il y a plein de facteurs. On ne peut pas dire il y a un responsable. Oui, j'ai compris. Il y a plein de facteurs et c'est du jamais vu. Et puis, quelle hausse des prix? Dans un magasin, vous en avez plein des références. Oui, c'est vrai. Donc là, et le métier d'un commerçant, c'est j'achète 5, je perds sur 4, je me refais sur le 5e. Cette péréquation entre les marges, ils peuvent jouer là-dessus. D'ailleurs, ils le font. Parce qu'ils vous font une très grosse promotion pour attirer les clients. Puis avec ce qu'on appelle le fond de rayon. Les promotions d'ailleurs. Les encadrer. Les encadrer. Les encadrer. Mais pourquoi vous voulez encadrer les promotions? Parce que l'agressivité d'une promo à moins 80, moins 90%, plafonnée, l'agressivité d'une promotion, ça détruit de la valeur. Aujourd'hui, alors c'est le non-alimentaire qui en a pris plein la gueule depuis 2 ans, parce que on a protégé législativement le prix de la matière première agricole.
pas celui de la matière première industrielle, ce que rappelait tout à l'heure voilà, Yves Puget. Et du coup, on a des agressivités promotionnelles sur le non alimentaire, ce qu'on appelle le DPH, la lessive, les couches. Bon, ben, là-dessus, sur les promotions, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de petits opérateurs qui ne peuvent plus payer, ils peuvent plus s'offrir ces promotions, et même les gros commencent à rechigner. C'est-à-dire que pour pouvoir offrir des promotions aux consommateurs, il est nécessaire de limiter les coûts publicitaires qui permettent d'attirer les consommateurs. Sachant que quand vous êtes attiré par une grosse promo, bah vous remplissez votre caddie dans le magasin, et avec ce qu'on appelle le fond de rayon, faut pas se tromper, le magasin, il dégage un faible résultat, mais il dégage un résultat, il gagne de l'argent quand même. Oui. Donc ce résultat positif, la péréquation entre les marges, les distributeurs peuvent jouer là-dessus et offrir maintenant, là, parce que les gens en ont besoin, des efforts sur les produits les plus sains pour s'alimenter sainement. Alors, je vais vous donner la parole, Nicolas Chaban, mais je voudrais rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que si j'ai organisé ce débat, c'est pour essayer de comprendre pourquoi les prix augmentaient. Bon, ils vont continuer à augmenter. Il n'y aura pas de folie, de dramaturgie particulière, mais ils vont commencer à augmenter et on essaie de comprendre pourquoi ces prix augmentent. Nicolas Chaban. Un mot sur les promotions. Lorsque vous avez des produits agricoles, vraiment, je le dis au nom de tous les producteurs qui me demandent de le dire toujours, quand vous avez une deuxième brique de lait pour le prix d'une, c'est pas le magasin qui vous fait un cadeau, à la fin c'est le producteur, parce que ça crée une pression naturelle qui finira par mettre une pression sur le prix payé au producteur, dans une mécanique un peu longue à expliquer. Donc il faut limiter les promotions. Il faut vraiment, faites attention aux promotions qui engagent encore une fois la vie des producteurs. Sur les produits agricoles, quand on peut s'en passer, c'est essentiel de l'éviter, parce que c'est le producteur qui se voit retirer les centimes que vous économisez de sa poche. Pour le reste, votre question, elle est très simple et très juste. En tant que consommateur, je me mets à la place de tous ceux qui écoutent cette émission. Comment je suis certain, moi, qu'un produit qui augmente pour les bonnes raisons? Évidemment. Évidemment. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, je ne peux pas vous citer un produit dont je suis certain, moi, consommateur, à part, mais celui-ci, parce qu'on l'a organisé ainsi en tant que consommateur, je ne sais pas, moi, si un produit augmente pour des bonnes raisons. Et d'ailleurs, lorsqu'on est certain que les centimes vont au producteur pour l'aider, à une entreprise pour qu'elle protège aussi ses salaires. Nous, on a demandé à la laiterie, est-ce que les centimes que vous nous demandez, ils vont protéger vos salariés? On a demandé à les rencontrer. Donc ce petit travail d'investigation, quand les consommateurs arbitrent, ça donne quoi? Ça donne que cette brique a augmenté, qui aurait dû voir ses ventes baisser. Les 30 derniers jours, c'est les ventes les plus hautes depuis le début de l'initiative. Donc quand on est sûr que nos centimes vont au bon endroit, notamment pour les producteurs, on est prêt à acheter un produit. Mais combien de produits dans les rayons nous assurent de cette transparence et de cette garantie? Il n'y en a pas. Bien, oui, je vais vous donner la parole après Yves Puget, mais la transparence. Vous avez prononcé le mot, j'allais y venir, la transparence, le consommateur, je me mets toujours à la place du consommateur. Le consommateur a besoin de plus de transparence. Il n'y en a pas suffisamment sur les prix. Effectivement, pourquoi est-ce que je paie plus cher je ne sais pas moi, le produit que je vais acheter au supermarché ou ailleurs ou sur le marché? Pourquoi 11h29, nous allons parler de ça. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à 0826 300 300. À tout de suite. Bourdin. Bien, les prix, quand on va faire ses courses, encore une fois que ce soit dans la grande distribution, dans un magasin spécialisé, sur un marché, on se pose toujours la question, pourquoi est-ce que les prix augmentent? Toujours. Alors, on nous dit, c'est la guerre en Ukraine. Il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Donc, on essaie de réfléchir à cela ce matin avec nos invités, Frédéric Descrozaille, qui est député du Val-de-Marne, Yves Puget, directeur de la rédaction d'LSA, et Nicolas Chaban, qui est fondateur de C'est qui le patron? Nous allons parler des producteurs tout à l'heure, de la grande cause nationale. Vous voulez faire des producteurs, enfin, de la défense des producteurs une grande cause nationale. Nous en parlerons, Nicolas Chaban, mais je pose toujours, et vous avez posé la question comme je la posais, la transparence sur les prix. Pourquoi est-ce que les prix augmentent? Et quand on achète quelque chose qui tout à coup coûte plus cher, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que ça coûte plus cher? On ne sait pas. On ne sait pas. On nous dit ça coûte 5% plus cher. On ne sait pas. Alors c'est facile. Oui, sur la brique de lait, juste prix, rémunère au juste prix son producteur. Là, vous avez joué la transparence. Mais ce que vous faites sur la brique de lait, vous pouvez pas le faire sur d'autres produits. Alors si, on est en Pourquoi train... En fait, on l'a fait spontanément. Oui. Encore une fois, quand tu es une marque de consommateur, tu te challenges toi-même. On va faire des visites toute l'année, pas juste pour vérifier ça,
voir la laiterie en disant pourquoi vous avez augmenté cette partie-là, et on demande de la preuve. On fait la même chose avec les producteurs. Alors, mon voisin n'était pas d'accord, on pourra en parler, mais cette brique de lait que vous avez là, alors vous allez voir, mon voisin va réagir, mais en tant que référence unique, hors promo, hors MDD, c'est Nielsen, l'institut que je crois vous considérez comme tout à fait raisonnable, qui le dit. Cette brique de lait créée par des consommateurs, c'est la brique de lait en valeur et en unité vendue la plus vendue de France. Ça veut dire que c'est pas la marque qui vend le plus, évidemment, en France, mais cette brique de lait solidaire. Cette brique de lait est la plus vendue de France. Parce bien évidemment, je suis pas d'accord. Non, c'est pas la plus vendue de France. Non, il se vend en volume, il se vend à peu près 2,4 ou 2,5 milliards de litres de lait. Le leader doit avoir 20% de part de marché et c'est qui le patron est aux alentours de 3%. Mais ce qui est une formidable aventure. Je salue. Je suis obligé de réagir. Monsieur Puget, réagissez. Parle du volume. Parce que bon, vous avez des clients qui sont les grandes marques peut-être chez Alessa, mais la réalité, les marques de distributeurs, c'est pas mes clients, c'est 40% de part de marché. N'insultez pas les producteurs et les consommateurs derrière ça. Cette brique de lait, c'est beaucoup d'espoir. En tant que référence unique, ça veut dire que c'est le code barre. Monsieur Puget parle de Lactalis ou Sodial comme un vendeur global. Cette petite brique de lait, vous la prenez et vous la mettez à côté de ses copines en tant que brique de lait. C'est la plus vendue de France. C'est juste pour l'espoir, c'est pas pour l'exploit que ça représente. Il faut pas dégrader cette réalité. Bon, mais c'est valable. C'est pas l'objet du. Bon, c'est important. Vous l'avez dit, mais maintenant, moi, je repose la question. Mais ce que vous faites sur la brique de lait, vous pouvez pas le faire sur d'autres produits. On a fait une proposition de loi. Après, je rendrai la parole amicalement à tout le monde. On a fait une proposition de loi. Elle est en cours. On était mercredi à l'Élysée. On a déposé cette demande de grande cause nationale. Protégeons les producteurs. Ils nous nourrissent, ils nourrissent nos enfants, ils disparaissent. 100 000 producteurs ont disparu en 10 ans. 27 fermes mettent la clé sous la porte tous les jours et c'est pas possible. Alors comment on a proposé une solution? Si nous, consommateurs, on se retrouve dans l'histoire, alors qu'on n'y était pas depuis 40 ans, et qu'on peut arbitrer objectivement la hausse demandée par l'un, la hausse demandée par l'autre, et qu'on peut témoigner du fait que c'est juste, à ce moment-là, on aura la certitude qu'un produit est au juste prix. Jusqu'à aujourd'hui, le fait que les consommateurs ne sont pas dans l'histoire fait que des gens s'organisent pour nous, mais sans nous. Voilà la proposition de loi qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc vous dites oui, il est possible. Ce que vous faites sur le lait, il est possible de le faire sur tous les autres produits agricoles. Alors, des spécialistes montreront que c'est plus facile sur évidemment les produits agricoles parce qu'on est en direct. Mais pourquoi? Je ne suis pas certain. Mais même sur des produits transformés. Produits transformés, c'est un peu plus compliqué, mais on peut aussi le faire. Mais par exemple, sur une voiture ou un téléphone, là, ça deviendrait plus compliqué. Mais occupons-nous déjà des producteurs et des produits agricoles. Bon, mais de toute manière, tout le monde sera d'accord autour de la table, il faut plus de transparence, on est bien d'accord, sur la vérité des prix. Mais une meilleure vérité des prix. Transparence, il la faut, ça je suis entièrement pour. Mais pourquoi c'est compliqué? Mais c'est compliqué, vous allez dire quoi? Sur le lait, vous allez parler, par exemple, vous pouvez parler uniquement du prix au 1000 litres, alors qui a le meilleur prix, 380 ou 450 selon la revue laitière, on pourra en parler. Mais après, il faut aussi parler de la durée des contrats. Donc il y a plein d'éléments. Moi j'ai envie de dire, c'est d'abord la marque, et la marque, c'est qui le patron, par exemple, là, est une marque forte avec une initiative. On n'est pas d'accord sur les chiffres, mais je salue l'initiative parce que ça a impulsé des choses sur le marché. Mais c'est la marque qui doit l'emporter. On ne peut pas tout dire sur un emballage parce que c'est extrêmement compliqué ce métier-là. Oui, non, mais d'accord, on pourrait faire mieux. Les limites de l'exercice. Encore une fois, l'initiative est vraiment à saluer. Elle est absolument remarquable. Et qu'elle puisse être étendue, ça serait une excellente chose. Je ne pense pas qu'elle puisse être généralisée. Personnellement, je respecte le secret des affaires et la transparence. Quand vous allez jusqu'à combien vous gagnez, je ne sais pas qui veut être complètement transparent jusqu'au bout. La meilleure garantie pour le consommateur, c'est la concurrence. La meilleure garantie que vous avez accès au bon prix, c'est la concurrence. Oui, mais vous pouvez garantir... Jean-Jacques, là, c'est quand même... Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on en a vachement profité de la force de la grande distribution. Moi, j'adore cette histoire, elle est passionnante. 13% de l'alimentation dans le budget des ménages. Aujourd'hui, on est 70 millions. Au sortir de la guerre, on était à plus de 40%. On était 40 millions. Bon, et on a profité des gains de productivité de l'agriculture, nous consommateurs, parce que la grande distribution a transféré ces gains. En écrasant les producteurs. Bon, et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, la question, c'est peut-être moins, je comprends, et vous avez entièrement raison, parce que pour les ménages les plus modestes, c'est Yves qui disait tout à l'heure, la situation, elle est dramatique. Parce que quand il s'agit de se nourrir, là, on n'arbitre pas. C'est qu'on touche à ce qui est vital. Et il y a tout un tas de mécanismes d'aide
qui doivent être pensés à destination de ces publics-là. Mais on en est quand même à un stade dans l'histoire de notre pays où on se dit, mais ceux qui nous produisent, ceux qui nous nourrissent, ceux qui produisent, sont-ils assez bien payés? C'est-à-dire que la question, là, en tant que législateur, moi, c'est pas je vais garantir que le consommateur a accès au prix le moins cher pour lui, parce que cette course-là, elle est bien menée, elle a largement été gagnée, on est dans le dur, et il s'agit de rémunérer les acteurs qui fournissent maintenant. C'est-à-dire que là, on est dans une situation d'équilibre où il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Je ne veux pas être... attendez, je comprends très bien la liberté du commerce, le secret des affaires, c'est indispensable, il faut garder. Mais on peut aussi améliorer la transparence. Et aujourd'hui, dans quel état se trouve l'industrie agroalimentaire, l'industrie de transformation alimentaire? Pas en excellent état, les résultats sont à la baisse. Ce qu'il faut comprendre dans ce sujet, c'est qu'il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Et si on regarde l'industrie agroalimentaire française, il n'y aurait pas de Danone, il n'y aurait pas de Lactalis sans la grande distribution. Ça, c'est pour un point. Et le mauvais point, je veux dire, quand je vois monsieur le député sur son projet de loi aller sur les pénalités de logistique, je suis d'accord avec lui, il y a eu des abus. Donc c'est pas les méchants et les gentils. Non mais d'accord, mais Lactalis, des deux côtés. Prenons l'exemple de Lactalis, l'année 2022 pour Lactalis. Lactalis, c'est une entreprise très secrète. On ne sait jamais trop où elle en est. Mais j'imagine que c'est une année encore florissante. Non, enfin, je ne sais pas. Ou alors... non, la difficulté, parce que là aussi, on peut jeter des chiffres à... La difficulté... Je n'en jette pas, puisque je ne les connais pas. C'est pas vous. Mais la difficulté d'analyser Lactalis, L'Oréal ou Danone... Mais je parle de Lactalis parce que c'est le numéro 1 sur les produits laitiers. Peu importe. On peut regarder, mais c'est la même chose avec Total, d'ailleurs. Bon, on peut regarder le chiffre global et regarder la situation française. Et ces entreprises-là, généralement, ne gagnent que très peu d'argent ou pas du tout en France et en gagnent à l'étranger. Lactalis ne gagne pas d'argent en France. Mais il ne donne pas les résultats. Oui, il ne donne pas les résultats. Non, mais c'est très important, ce que vient de rappeler Yves, c'est très très important. Parce qu'il est question de l'économie française. Quand on parle de multinationales, alors on pourrait effectivement Nestlé, Coca, Procter & Gamble, tout ce qu'on veut. Il y a des sites de production en France, il y a de l'économie en France, il y a des emplois en France qui doivent dégager suffisamment de résultats. Et effectivement, vous dites, alors on entend les grands distributeurs qui disent Unilever, c'est indécent, il a une profitabilité de 16%. Oui, mais c'est 2% seulement en France. C'est-à-dire et pour vous répondre, l'industrie agroalimentaire, ça fait 10 ans qu'il y a une déflation. Ça fait 10 ans qu'ils encaissent des baisses de tarifs. Pas forcément de prix, mais de tarifs. C'est-à-dire de ce qu'ils cèdent à la grande distribution. Là, il y a un coup d'arrêt à cette déflation, mais heureusement pour cette industrie. L'industrie agroalimentaire, c'est la première industrie de France. Et vous le disiez aussi tout à l'heure, on a besoin de salaire. On a besoin de cette économie. Donc il faut protéger la capacité de ces entreprises, à qui par ailleurs on demande des investissements lourds dans la décarbonation, dans la transition écologique, et il faut qu'ils puissent rémunérer correctement. Là, je me retourne vers Nicolas Chabannes. Est-ce qu'on peut dire que seuls les producteurs sont les victimes? Les deux bouts de la chaîne, les producteurs et les consommateurs. C'est la surface molle. Vous avez rarement vu de grandes manifestations de producteurs. Ils disparaissent un peu en silence. Un soir, ils se disent en couple, on gagne 300 € par mois depuis très longtemps, on arrête. Et ça, cette disparition en silence, il faut vraiment en tenir compte. Après, vous avez... je veux parler aussi d'autres marques, parce que j'ai beaucoup parlé de C'est qui le patron. Vous avez Cantavelote, qui est un lait extraordinaire, qui aide les producteurs directement. Vous avez Gustatif et Solidaire dans les fruits et légumes. Les produits vrais. Je veux vous dire qu'en tant que consommateur, on n'a pas envie d'être le Coca-Cola du solidaire. On veut que toutes les marques le fassent. Et là, on a un arbitrage possible, si vous me permettez, puisque on est en train de s'inquiéter de ce destin qui nous échappe un peu. Les grandes marques décident avec les distributeurs, les politiques font des lois. Mais en fait, on a un arbitrage beaucoup plus rapide et direct, nos actes d'achat. Si à un moment donné, on achète des produits qui aident des producteurs de façon certaine, qui aident des entreprises à bien payer les salariés, parce qu'il faut peut-être passer un cran. On aura une espèce de chaîne de valeur qui va se reconstituer par le haut, alors que le premier prix, même s'il est nécessaire à des familles qui ne peuvent pas faire autrement, il faut les protéger, eh bien on va enlever de la valeur jusqu'aux PME. Donc il faut se reposer la question de la transparence, de la certitude que mes centimes vont au bon endroit et dessinent un monde qui va mieux. Est-ce que c'est aussi
parce qu'il y a ce souci de transparence, que l'achat de proximité se développe dans notre pays. Absolument. Quand vous êtes, d'ailleurs, je vous décris un processus, vous avez raison de le dire, qui était depuis des années celui d'acheter à son voisin de la nourriture directe. On sait comment c'est fait, il nous sourit, donc c'est acheté au bon prix. Cette proximité-là, elle est quand même mise à mal par une chose, c'est quand vous avez 100 000 exploitations qui disparaissent en 10 ans, ce sont les plus petits qui disparaissent. Yves Puget le sait, les gros, eux, vont faire plus de lait pour compenser, mais cette proximité, le petit producteur local, c'est un patrimoine qui nous appartient à tous, et je répète en 1 minute, et je le dis au nom de tous les producteurs, quand vous avez ce patrimoine autour de chez nous, des gens qui nous nourrissent tous les jours, qui nous permettent d'être sûrs qu'un produit est fait dans des conditions saines pour notre santé. En France, oui. Voilà, il faut protéger ce patrimoine direct, parce que si on attend que le bateau nous amène du bout du monde un produit dont on ne saura rien, il va y avoir une angoisse beaucoup plus grande. C'est très simple, pour qu'un producteur qui nourrit nos enfants puisse vivre, il faut qu'il puisse se payer au juste prix. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut faire aucune concession à cette règle, parce que je ne vois pas une cause plus importante que se nourrir tous les jours. Tout le reste est très relatif par rapport à ça. Alors, les négociations et les lois récentes sont pour la première fois partie du producteur, justement. On a essayé de préserver... mais sans le consommateur. Oui, sans le consommateur. Je suis assez d'accord. Je suis désolé. Après, non, je vous rends la parole, mais Egalim a créé la loi à partir, il le disait, Audrey Bourlot de l'Élysée nous a dit, on s'est inspiré de cette démarche des consommateurs. Et on lui a dit, mais pourquoi vous avez oublié le consommateur qui peut arbitrer et qui peut être un... Voilà. Ce qui fait qu'Egalim a été mané dès le départ, c'est que c'était pas... C'est la loi. Il y a eu les ateliers d'alimentation, c'était juste des lois, il y en a eu 2, pour défendre le monde agricole. Ce qui est très, très louable, très bien, mais c'était pas une loi de filière. Le consommateur a été oublié, le distributeur a été oublié, le monde industrie agroalimentaire, qui est pourtant au milieu, a été oublié. D'où l'initiative que j'ai prise en janvier pour aller jusqu'au bout, parce que c'est venu assez tôt l'idée d'aller jusqu'à la chaîne du point de vente entre le fournisseur et le distributeur. Bon, alors il est déjà 11h45, mais dis-moi le quart, tiens, le panier anti-inflation, je ne sais pas du tout où ça en est, vous allez me dire, peut-être que vous avez quelques infos. Après la pub, appelez-nous si vous voulez nous raconter comment vous faites vos courses, si en faisant vos courses vous cherchez l'origine et la raison du prix, comment vous vous organisez? Dites-nous. 0826 300 300, 11h46. Bien, sur les prix, il est 11h48. Moi, je me souviens sur la difficulté que rencontrent certains pour se nourrir, pour faire leurs courses. Moi, je me souviens des promesses du gouvernement. On a d'abord eu la promesse d'un chèque alimentaire. Ça, il a disparu totalement de la circulation, ce chèque alimentaire. Maintenant, on en est à un panier anti-inflation, mais ça peine, Frédéric Descrozaille. Oui, ça peine. Ça peine parce que ça peut paraître simple posé comme ça, et dès qu'on rentre dans la pratique, c'est compliqué. Pourquoi? Pour une raison simple. Ce que disait Yves tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez les produits des marques nationales. Si vous voulez acheter moins cher, vous passez au MDD, les marques de distributeurs, mais qui sont qualitatives souvent. C'est du produit français sain. Et moins cher que ça, vous avez les premiers prix. Et là, très souvent, c'est des produits importés. Donc, si on fait un panier anti-inflation avec une liste de 50 produits de base, du beurre, des œufs, des pâtes, vous allez vous retrouver le plus souvent 3 fois sur 4, 4 fois sur 5 avec des produits importés. Et qui ne correspondent pas aux normes qui sont exigées par les consommateurs. Parce que nous sommes plein de contradictions, Jean-Jacques. Nous voulons moins cher, mais nous voulons de la qualité, nous voulons du local, nous voulons du bio, nous voulons... Le bio, de moins en moins. De moins en moins. Et c'est d'ailleurs pour... Ça ne marche pas, le bio. Donc, ce que va devenir ce panier anti-inflation, il va y avoir une annonce du gouvernement le 15 mars, là, qui est en train d'en discuter beaucoup avec les distributeurs. Moi, ce que je préconise... Il y aura un panier anti-inflation le 15 mars. Il y aura une annonce. Je ne sais pas de quoi elle sera faite, parce que d'avoir une liste de produits, encore une fois, pour ne pas tomber dans les premiers prix et de l'importation, ce qui ferait du tort à l'agriculture française... Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de cahier des charges, c'est-à-dire de qualifier les produits, et d'avoir en particulier du produit français sain. Bon, et
chaque distributeur peut le faire avec ses propres produits, et en particulier avec ses NDD. Donc ça va être compliqué d'avoir un truc qui soit comparable, qui soit simple. Il ne faut pas non plus faire une usine à gaz. Un panier anti-inflation, vous y êtes favorable à quoi ça va servir? Ça reste compliqué. On a publié... Quel produit d'ailleurs? On a réussi... Quel produit mettre dedans? Je vais vous expliquer. On a réussi à avoir le projet d'arrêté qu'on a publié sur le site lsa.fr. Donc 26 catégories de produits, ce qui ferait à peu près 50 produits. C'est-à-dire que pour, par exemple, le beurre, il faudra mettre une référence. Mais sur les fruits et légumes, vous avez 5 références. C'est pour ça qu'on a plus de références que de catégories de produits. Par exemple, mais après, chaque distributeur mettra ce qu'il veut dans son panier. Mais il n'y a aucun engagement de prix bloqué ou de prix bas. Mais il y a Système U qui propose déjà un panier anti-inflation. Sur de prix bloqués et avec plus de 100 références. Oui. Mais c'est là toute la difficulté. Après, ça peut faire un flop. Donc logiquement, le 15 que les fruits mars... et légumes, on mettra des produits importés, quoi. Alors, les fruits et légumes, là où il y a une marge de manœuvre de la part des distributeurs, si on prend les fruits et légumes, c'est un bon exemple, dans le frais alimentaire, c'est les fruits et légumes qui financent la viande et le poisson. Dans un supermarché, dans un hyper, la viande et le poisson perdent de l'argent, les fruits et légumes en gagnent. Il y a ce que je vous parlais de la péréquation sur une démarche anti-inflation, alors que les fruits et légumes c'est sain et que les Français n'en mangent pas assez. On pourrait demander aux distributeurs, c'est ce que fait le gouvernement, dire faites un effort sur les produits les plus sains et déplacez vos péréquations pour que vous dégagiez moins de marge là où vous gagnez de l'argent sur les fruits et légumes, quitte à en perdre moins parce que oui, le poisson typiquement c'est une viande qui est saine et ça apporte des protéines animales, on en a besoin. Donc, et effectivement, comme le disait Yves, chaque distributeur va avoir sa propre politique, ce qui rend la lisibilité de l'opération compliquée. Le mérite de cette affaire, Jean-Jacques, c'est que là, ça fait l'objet de discussions assez tendues et assez dures entre le gouvernement et les distributeurs, pour que les distributeurs s'engagent dans une démarche et apportent la preuve du fait qu'ils se mettent à la portée des bourses les plus faibles sur de l'alimentation saine, pas sur le Coca, Ferrero et... Ils se sont vus lundi à Bercy et l'objectif, Bercy a dit aux distributeurs, faites-nous des propositions, vous avez jusqu'à vendredi, donc jusqu'à aujourd'hui, pour qu'effectivement cet arrêté soit en fonction le 15 mars au matin jusqu'au 30 juin. C'est le temps de la forte inflation. Après, il faut préciser qu'en plus, c'est pas obligatoirement un panier national, les distributeurs sont libres. Donc dans une même enseigne, vous pouvez avoir des paniers qui seront différents. Mais là, on peut aller pousser avec des produits différents. Avec des produits différents. Mais si des distributeurs sont malins, ils peuvent contourner un tout petit peu, mais intelligemment. C'est-à-dire, j'ai un magasin, un supermarché en Bretagne, je peux très bien ne mettre que des produits bretons. Donc, ce qui sera intéressant... Vous pensez à qui, là? On va aller dans le Nord, on pourrait trouver une autre enseigne dans le Nord. Mais soit ils jouent le jeu dur et dur, c'est le panier anti-inflation, ils ne mettent que des premiers prix et des MDD. Soit ils sont un petit peu plus subtils et comme ils seraient dans l'obligation de le faire, ils vont se dire on va contourner la chose en valorisant des produits locaux, des produits français. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas en priorité dans ce panier des produits dits essentiels pour la santé? Les catégories de produits, ce sera des produits essentiels. Ce sera voilà. Que des produits essentiels. Il n'y a pas d'alcool, par exemple. Non, sans penser à l'alcool. Il y aura des brosses à dents, oui, absolument. Il y aura l'hygiène beauté. On peut leur donner une idée d'ailleurs complémentaire. J'aimerais voir ce que deviendrait en rayon un panier avec des produits qui nous assurent, encore une fois, à nous consommateurs, qu'en les achetant, il y a toute une cascade positive du producteur à l'entreprise qui paiera bien ses salariés. Le succès serait absolument immense. Désolé, mais je vais redire encore une fois, et on aimerait tellement que ça inspire d'autres fabricants. Quand nous, consommateurs, on a créé un produit dont on assure une transparence totale sur chaque centime, que ce soit à la laiterie, chez le producteur, à tous les niveaux, quand vous savez qu'en achetant ce produit, il n'y a pas un centime qui part dans des bénéfices de fin d'année, on est dans un principe où tout est rassemblé et tout repart vers les producteurs en fin d'année. On a relivré 1 300 000 € l'année dernière pour les producteurs. Et bien étonnamment, alors que la brique est un peu plus chère, elle devient, et j'enverrai tous les chiffres amicalement à Monsieur Puget pour qu'il puisse les publier, ça devient la référence la plus vendue en France. On se fiche de la notion de chiffre, c'est pour le symbole. Le panier, premier prix pour les familles qui ne peuvent pas faire autrement, il est sans doute une bonne idée. Mettons un panier de produits, où on est certain, encore une fois, en achetant, que les producteurs seront heureux, mais les salariés protégés aussi, dans des entreprises françaises. Voilà, c'est une création de valeur qui nous sortira de cette situation globale. C'est pas des économies forcées à tous les niveaux qui détruisent de la valeur
valeur, des producteurs jusqu'aux entreprises. Chez vos concurrents de grandes marques, j'ai trouvé aussi des producteurs heureux. Donc comment on va qualifier les producteurs heureux alors là, c'est pareil. Je peux vous dire, le témoignage direct des producteurs. On s'est fait une règle, nous. C'est personne qui dit à la place du producteur. On va faire des visites les yeux dans les yeux. Le lundi à Gare de Lyon, on ne se connaît pas. C'est pas juste les gens de C'est qui le patron. Et les yeux dans les yeux, quelqu'un dit, qu'on découvre ce matin-là, monsieur, à ce prix-là, vous gagnez vraiment votre vie. Rappelons que c'est 54 centimes par litre, le prix qui doit être payé à les producteurs en France. Au moment où il n'y avait pas le salon de l'agriculture, qui ouvre donc là, demain, on a été voir des industriels avec des producteurs français. Moi, j'ai fait un papier, c'était avec l'Aise, donc ça appartient à Pepsi, donc l'usine n'était même pas en France, c'était en Belgique, mais c'était un producteur de la Somme, et c'était un producteur heureux. On en voit des producteurs heureux qui travaillent avec des grandes marques. Et qui travaillent avec des marques de distributeurs. Et des marques de distributeurs. Mais évidemment. Descrozaille avait raison. Évidemment. Il y a plein de PME françaises qui font des marques de distributeurs et qui font de très bons produits. J'ai un petit scoop là à vous donner, c'est que il y a des MDD qui travaillent aussi la transparence, vous avez raison, et des grandes marques. Mais il suffit qu'on le sache, nous consommateurs, pour aller vers ces produits. On ne le sait pas. Comment on en est certain? La com donne une impression de pub, alors que si on vérifie, c'est une autre forme de communication. Un petit scoop, Carrefour, qui est une grande enseigne, s'interroge beaucoup et veut, sur sa MDD, offrir une transparence qui ira sur le principe là, de ce qu'on a fait avec cette marque de consommateur et qui nous permettra d'être sûr qu'un produit, notamment MDD, paye au juste prix le producteur. Donc les produits Carrefour, c'est à l'étude, on en parle et il faut espérer. Ça va bouger la grande distribution. Tout le monde le fera et c'est très important qu'il le fasse. Il y a eu un distributeur qui l'année dernière a fait le Rémunéra-Score sur son produit, mais quand on lit les petites lignes, c'est comme les contrats d'assurance, il faut regarder en bas à droite ou en bas à gauche. C'est uniquement, d'abord, c'est un distributeur qui ne fait quasiment que des marques de distributeurs, et c'est uniquement dans un cas d'accord tripartite. Donc j'imagine qu'à partir du moment où le producteur signe un accord tripartite, il est content de sa rémunération. Bien sûr. Donc 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance. Ce que dit Monsieur Puget est très juste. On voit encore que dans ce cas-là, on se pose une question. Le distributeur dit quelque chose. Est-ce que c'est de la pub? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ouvrez-nous, à nous consommateurs bienveillants, ayant un peu de temps, les portes des coulisses de ces accords. On dira à tout le monde que c'est un produit juste et équitable. On le dira au même titre qu'on le dit pour nos produits, c'est qui le patron. Frédéric Descrozaille. Oui, sur les marques des distributeurs, effectivement, ce qu'on peut vérifier en plus, parce que c'est vertueux, ces contrats tripartites. Là où on a effectivement les trois acteurs qui signent en même temps, producteur, transformateur, distributeur. Ce qu'on peut constater sur l'année 2022, où les prix ont quand même beaucoup monté, c'est qu'il y a une migration de la consommation vers les MDD et vers les premiers prix. Les marques de distributeurs et les fameuses marques de distributeurs, les distributeurs prennent des marges confortables. Tout le monde gagne de l'argent. En 2022, c'est là que les hausses de tarifs sont le mieux passées. C'est-à-dire que les distributeurs se font la guerre sur les marques qui ne leur appartiennent du consommateur, pas. Parce qu'il y a une confiance du consommateur dans les marques de distributeurs. Alors, sur les premiers prix, ils ne gagnent pas d'argent, à ma connaissance. Sur les marques de distributeurs, vous avez raison, ils gagnent de l'argent. Après, pourquoi ces marques, les prix augmentent plus rapidement? C'est que le coût matière première est plus important. Parce qu'il n'y a pas les frais de commercialisation, il n'y a pas les frais de marketing, de recherche. C'est là où les clauses de renégociation se passent le mieux. Les hausses sont le mieux passées. Mais c'est là où on n'a pas de négociation annuelle. Et c'est très bien. Merci, messieurs, d'être venus nous voir. Nous allons essayer de débroussailler un peu ce problème du prix, de la hausse des prix. Merci d'être venus. Vous êtes sur Sud Radio, il est 11h58, un peu de pub et ensuite je reçois Lucas Aubin qui est spécialiste de la Russie. Nous allons évidemment revenir sur ces 1 an de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et 11h58. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h07, merci d'être avec nous. Ukraine-Russie, où en est-on 1 an après? 1 an après, on est loin de la paix. 1 an de guerre, l'ordre mondial est ébranlé. Dans un instant, nous allons parler de la Russie avec Lucas Aubin, qui est en direct de Kiev, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions La Découverte. Il est 12h07, nous allons parler de la Russie. Tiens, à propos de la Russie, vous avez peut-être entendu le discours de Vladimir Poutine. Une rengaine récurrente, c'est la rhétorique de Vladimir Poutine. Il a souligné encore une fois la décadence des pays occidentaux et il se pose en défenseur des valeurs traditionnelles. Pourtant,
Pourtant, quand on regarde les chiffres et la situation russe, on s'aperçoit que les indicateurs objectifs sont beaucoup plus mauvais en Russie qu'en France. Vous allez tout nous expliquer, Félix Mathieu. 5 fois plus d'homicides en Russie qu'en France. Par exemple, plus de 7 homicides par an pour 100 000 habitants en moyenne. 2 fois plus de suicides en Russie qu'en France, 21 pour 100 000 habitants. 3 fois plus de personnes avec des problèmes de drogue. Alors, dans sa posture traditionnaliste, Vladimir Poutine s'en prend par exemple au rapport de l'Occident à la sexualité, mais son pays compte en proportion 3 fois plus de personnes positives au VIH que la France, plus d'1% de la population russe. Et comme le discours poutinien de la décadence occidentale joue beaucoup sur le modèle de la famille traditionnelle par opposition à l'Occident accusé de le déconstruire avec des idées progressistes, eh bien voici 2 autres indicateurs repérés par l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. 2 fois plus de divorces en Russie qu'en France, quasiment 4 divorces pour 1000 habitants, et puis 3 fois plus d'avortements donné, là aussi paradoxal par rapport au conservatisme sociétal affiché par le maître du Kremlin. Oui, là c'est l'état de la société russe et il y a un autre paramètre important que l'on doit prendre en compte, c'est la natalité. Et c'est l'une des inquiétudes d'ailleurs du pouvoir russe et notamment de Vladimir Poutine. Pourquoi la natalité? C'est un problème majeur en Russie. En 1991, la Russie comptait 148 millions d'habitants. 1991. En 2021, 30 ans après, 146 millions. Donc plus de 2 millions d'habitants perdus. La Russie a mis en place une politique nataliste. Politique nataliste, je veux bien, mais tous les enfants d'oligarques ou de dignitaires ne sont plus en Russie, ils sont dans le monde occidental. Et ils vivent dans le monde occidental. Mais politique nataliste, avec ce qui se passe en Ukraine, ce sera une politique bien difficile à développer. L'espérance de vie, tiens, autre critère, l'espérance de vie. Les femmes, en France, 84 ans, en moyenne. Les hommes, en France, 79 ans. En Russie, les femmes, 78 ans et les hommes, 66 ans. 66 ans espérance de vie en Russie pour les hommes, 79 ans espérance de vie en France pour les hommes. Voilà des chiffres aussi qu'il faut comparer, qu'il faut rappeler pour répondre un peu à cette rhétorique de Vladimir Poutine. Et j'ajouterai, pour tous ceux qui... extrémistes de tous bords soutiennent à fond, aveuglément, le régime de Moscou, je rappellerai aussi que le régime de Moscou est le régime qui fait appel, peut-être le régime qui fait le plus appel à la migration, aux migrants. Voilà, je voulais le rappeler. Pourquoi? Parce que il y a un problème de natalité en Russie, tout simplement, et qu'il faut de la main-d'œuvre. Il est 12h10. Merci d'être avec nous. Allez, Lucas Aubin, dans un instant, en direct de Kiev. A tout de suite, vous êtes sur Sud Radio. Il est 12h14, revenons sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le 24 février 2022. À 3h48, je le disais tout à l'heure, la Russie envahissait l'Ukraine. Nous nous sommes réveillés tôt et nous ne nous sommes pas endormis depuis. Le 24 février 2022 a commencé le jour le plus long de notre vie, disait hier Volodymyr Zelensky. En direct de Kiev, Lucas Aubin avec nous, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions de la Découverte 2022. C'était en 2022. Lucas Aubin, bonjour. Bonjour. Un jour symbolique, ce 24 février 2023. Comment est-il vécu à Kiev ? Alors, il est vécu, il y a 2 sentiments qui dominent à Kiev aujourd'hui et qui dominaient aussi hier. C'est que, d'une part, il y a la peur qui est toujours très présente. Il y a cette idée que Vladimir Poutine peut attaquer encore et encore et massacrer finalement beaucoup de civils. Donc hier, par exemple, les gens étaient très calmes, très silencieux et aujourd'hui c'est toujours le cas. Donc ça, c'est le premier sentiment. Et le deuxième sentiment, c'est le fait que les gens sont intimement persuadés qu'ils sont dans une guerre juste, c'est-à-dire qu'ils sont du bon côté de l'histoire, entre guillemets, que leur combat est juste et qu'ils vont l'emporter. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu une seule personne me dire que l'Ukraine pourrait perdre cette guerre. Est-ce que les Ukrainiens que vous avez rencontrés, que vous avez croisés, avec lesquels vous avez discuté, émettent la moindre objection sur la politique conduite par Zelensky? Il y a eu,
on le sait, beaucoup d'opposants à Zelensky avant le déclenchement de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, toute la population ukrainienne fait bloc derrière Zelensky ? Alors, toute la population ukrainienne, évidemment, c'est difficile de lire. Oui, mais la majorité. Je n'ai pas conduit une étude statistique, néanmoins, tous les gens, effectivement, que j'ai rencontrés de la société civile m'ont dit que Volodymyr Zelensky était un homme héroïque, brave, qu'il avait été à la hauteur de la situation et qu'il le soutenait encore aujourd'hui, effectivement. Je n'ai entendu aucune objection à son sujet. Véritablement, il y a un fort consensus, en tout cas de la part de la société civile en Ukraine, derrière Volodymyr Zelensky. Il a encore cette espèce d'auréole, effectivement, très positive. Est-ce que des Ukrainiens que vous avez rencontrés se posent des questions sur l'engagement occidental auprès de l'Ukraine ? Oui, alors il y a deux éléments, deux types d'engagement. D'une part, il y a l'engagement humanitaire et d'autre part, il y a l'engagement militaire. Concernant l'engagement humanitaire, ce que les gens disent, c'est que pour le moment, l'aide est suffisante, néanmoins, elle est désorganisée, qu'il faudrait être plus efficace, étant donné qu'il y a des organisations humanitaires qui viennent d'un peu partout du monde occidental. Le problème, c'est que chacun a sa façon de fonctionner. Et la plupart des Ukrainiens disent qu'il faudrait se conventionner, disons, à l'organisation à l'ukrainienne, entre guillemets. Et ensuite, concernant l'aspect militaire et les dons militaires, là, effectivement, les Ukrainiens disent qu'il faudrait que ça aille plus vite. Il y a cette idée qu'on est dans l'urgence et que, bien sûr, pour eux, c'est positif que ces armes arrivent, notamment, on pense aux tanks qui ne vont pas tarder à arriver. Néanmoins, la plupart des gens disent, mais on perd du temps, puisque chaque jour où finalement ces armes offensives ne sont pas là, c'est chaque jour où des Ukrainiens meurent au front. Et finalement, il y a cette idée qu'il faut terminer cette guerre le plus vite possible. Par exemple, on me disait justement hier qu'il y a pas plus tard que 6 mois, l'idée d'envoyer des tanks était impensable. Aujourd'hui, elle est devenue pensable. Alors pourquoi ça n'était pas le cas il y a 6 mois? Pourquoi on n'a pas pu gagner du temps sur ces 6 mois? Oui, on aurait dû envoyer plus d'armes. L'Occident, c'est ce que pensent les Ukrainiens, aurait dû envoyer plus d'armes il y a plusieurs mois, ce qui aurait peut-être permis de raccourcir cette guerre. Lucas Aubin, est-ce que les Ukrainiens se contenteraient de retrouver les frontières d'avant, ou est-ce qu'il y a une volonté d'expansionnisme de la part des Ukrainiens? Ah non, d'expansionnisme, absolument pas. Les gens veulent récupérer leur territoire originel. Alors, les discours varient. Il y a ceux qui disent qu'il faut revenir aux frontières du 24 février 2022 et il y a ceux qui disent qu'il faut revenir aux frontières d'avant l'annexion de la Crimée. Mais mis à part ce léger hiatus, les Ukrainiens ne souhaitent pas par la suite envahir la Russie ou punir Moscou. L'objectif, c'est d'abord de récupérer le territoire et de faire la paix pour que les gens cessent de mourir au front actuellement. Est-ce que vous pensez, Lucas Aubin, que l'opinion publique ukrainienne se satisferait d'un retour aux frontières du 24 février 2022 ? C'est toute la question. C'est toute la question et je n'ai pas suffisamment d'informations pour pouvoir trancher, justement. Ce que j'observe, c'est qu'il y a vraiment deux écoles. Il y en a certains qui disent qu'il faut laisser la Crimée puisque, effectivement, ce serait trop compliqué de la récupérer. Et il y a une autre frange de la population qui dit que si on laisse la Crimée à Vladimir Poutine, le problème étant que il gagnera du temps pour récupérer des forces et pour relancer des assauts plus tard, que ce soit dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Donc il y a vraiment ces deux écoles actuellement qui cohabitent en Ukraine, mais pour le moment, ça n'est même pas encore à l'ordre du jour, tant la ligne de front est encore très violente actuellement, notamment dans la région de Kherson. Lucas Aubin, on parle beaucoup de la situation militaire, on parle beaucoup de la situation humanitaire, on parle moins de la situation économique dans laquelle se trouve l'Ukraine aujourd'hui, qui a des difficultés. Vous l'avez constaté, j'imagine. D'abord, est-ce qu'on le constate au quotidien ? Oui, complètement. On le constate au quotidien et pour ne rien vous cacher, depuis ce matin, au réveil, il n'y a plus d'eau dans le quartier dans lequel je suis. Tout simplement, il n'y a plus d'eau du tout. Les robinets sont vides. Hier, il y avait eu quelques coupures d'électricité et de manière générale, on a à peu près 1
2 ou 3 alertes par jour qui demandent à la population finalement d'aller s'abriter, que ce soit dans les caves ou dans les métros. Donc ça, c'est quelque chose d'assez concret que tous les Ukrainiens vivent depuis maintenant 1 an, effectivement. Après, concernant la situation économique, effectivement, elle est très délicate. Il faut imaginer que quand vous allez dans un magasin aujourd'hui, que ce soit à Kiev ou ailleurs, vous avez énormément de pénuries, énormément de matières premières, de nourriture qui manque, énormément de produits qui ne sont pas présents. On est dans une économie de guerre. Les gens parfois ont faim, les gens parfois ont froid. La vie ici est dure. C'est une réalité. C'est vrai qu'on a du mal à le percevoir depuis la France, depuis l'extérieur. Personnellement, je traite de l'Ukraine et de la guerre entre l'Ukraine et la Russie depuis maintenant 1 an, mais j'avais moi-même eu des difficultés finalement à percevoir la réalité de la vie ukrainienne aujourd'hui. Oui, regardons cette réalité que vous décrivez, Lucas Aubin. Il y a côté russe une autre réalité qui commence à ressembler petit à petit à cette réalité ukrainienne. Je veux dire par là qu'en Russie aussi commence à manquer certains produits, même si la situation n'est pas la même évidemment à Moscou qu'à Kiev. Néanmoins cette réalité-là existe. Je parlais des conséquences économiques parce que l'Ukraine fait appel à la communauté internationale sur le terrain économique. L'Ukraine a besoin d'argent pour son budget, a besoin d'argent pour payer les salaires, a besoin d'argent pour faire vivre la nation, tout simplement, Lucas Aubin. Ah oui, complètement. La population ukrainienne est en difficulté. Il y a énormément de restaurants, de magasins qui ont fermé. On a eu un exode extrêmement important. Il faut bien imaginer qu'à peu près 8 millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes sont partis du pays depuis le début du conflit et sont restés pour le moment à l'étranger. Vous imaginez la difficulté quand un pays perd autant de main-d'œuvre. Ça signifie bien qu'il n'y a plus de travail pour le moment, que l'économie fonctionne grâce, entre guillemets, évidemment, à l'effort de guerre, mais même cela, ça ne suffit pas à faire vivre, notamment, je pense aux familles, aux femmes et aux enfants qui, en majorité, ne vont pas, évidemment au front. Et c'est une réalité à laquelle tous les Ukrainiens aujourd'hui sont confrontés, et forcément, tout ceci engendre énormément de... Évidemment. Lucas Aubin, pour poursuivre sur la vie quotidienne des Ukrainiens, parce que c'est ce qui nous intéresse là, je m'interrogeais, je me demandais, beaucoup vont toujours travailler, Lucas Aubin. Il y a toujours une activité. Vous vivez là à Kiev, vous êtes à Kiev, dans la capitale économique aussi de ce pays. On continue à travailler. Écoutez, ça dépend ça dépend ça dépend du secteur en réalité. Par exemple, vous avez eu des mutations dans la restauration, notamment. Énormément, comme je le disais, de restaurants ont fermé et énormément ont basculé dans la livraison. Il faut bien comprendre que, du type Deliveroo, par exemple, pour caricaturer, il faut bien comprendre que aujourd'hui, vous avez un couvre-feu, donc à partir de 23h, qui empêche la population de sortir généralement le soir. Donc finalement, les restaurants livrent en permanence. Je vis actuellement avec un couple qui, justement, a ouvert un restaurant pendant cette guerre et qu'il l'a ouvert pas plus tard que la semaine dernière justement, et j'ai eu l'occasion d'assister à cette ouverture, et il y a cette idée un peu d'espoir que finalement la guerre à un moment donné va se terminer et que la société ukrainienne va pouvoir se relever. Mais j'ajouterais quand même que il y a un vrai manque de travail, il y a un vrai chômage qui est important. Je pense qu'on n'emploie même pas le mot de chômage. Mais la réalité, c'est que les gens se concentrent avant tout sur l'effort de guerre, se concentrent avant tout sur la reconstruction de l'Ukraine. Il y a une grande solidarité entre les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Il y a cette idée qu'il faut aider son prochain, etc. La plupart des gens ne se font pas payés, ne sont pas rémunérés pour ce qu'ils font. En réalité, ils aident avant tout ceux qui sont autour d'eux. Et
on est dans une logique de système D, système Z même, je dirais, où chacun cherche ses propres moyens, solutions pour pouvoir manger, par exemple. Dernière chose, Lucas Aubin, et c'est à souligner, je crois, et toutes celles et ceux qui sont allés sur le terrain en Ukraine l'ont souligné, il y a une formidable solidarité entre la société civile ukrainienne et ceux qui sont au front. C'est-à-dire que la société civile ukrainienne est vraiment unie derrière ceux qui combattent. Oui, complètement. Il y a vraiment cette idée, comme je le disais au début, que l'Ukraine est du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire que l'Ukraine est le pays envahi et doit repousser l'envahisseur. Et effectivement, je n'ai pas rencontré une seule personne qui dit quelque chose de négatif à l'égard notamment des militaires ukrainiens et ukrainiennes. Il y a cette idée qu'il faut les soutenir, qu'il faut participer à l'effort de guerre d'une quelconque façon que ce soit, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et petite histoire très courte, par exemple, au début de l'invasion, 3 jours après, on a eu un véritable conciliabule dans le quartier dans lequel je vivais, des grands-mères d'une rue qui se sont réunis et qui ont essayé de mener leur propre, entre guillemets, révolution. Elles souhaitaient, pour éviter que la jeunesse aille au front, elles souhaitaient aller elles-mêmes sur la place rouge au Kremlin pour rencontrer Vladimir Poutine et lui faire entendre raison, soit par la parole, soit par la force. Et donc évidemment, cette histoire est plutôt ironique, elle donne un peu le sourire, néanmoins ça donne une idée finalement de l'état d'esprit ukrainien aujourd'hui. Merci Lucas Aubin, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques en direct de Kiev pour nous informer. Merci beaucoup. Il est 12h27. Vous êtes sur Sud Radio. Vous avez écouté beaucoup de choses. Je ne serai pas là la semaine prochaine, mais ça se passera très très bien et nous retrouverons le lundi d'après. Merci de nous avoir accompagnés. André Berkoff.